Mais justement, c'est un problème dans le contexte général, régional et global. Comment est arrivé Israël, après 3 ans, d'avoir 4 ou 5 fronts ouverts? Il n'y a pas de solution en Iran, il n'y a pas de solution au Liban, il n'y a pas de solution à Gaza. Ben, Il y a une situation de tension croissante en Judée et Samarie. Il n'y a pas de solution à la menace Houthi. nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'actualité brûlante. Et l'actualité brûlante, c'est ce qui se passe en Judée-Samarie qui suscite la colère des Américains. Les actes de vandalisme d'extrémistes juifs qui sont rentrés à l'intérieur d'un village palestinien et qui ont entraîné une situation qui est presque ubuesque, totalement inédite, à savoir que l'armée israélienne est aujourd'hui aux portes de ce village de Kousra pour défendre la population palestinienne face à ces émeutiers juifs. Quel est votre sentiment face à ces derniers développements ? Bonjour de nouveau, je voudrais corriger, je suis chercheur à l'Institut de la lutte contre le terrorisme Oui. à l'Université de Reichmann à Herzliya. Sur la situation en Judée-Samarie, je suis depuis longtemps très critique pour la stratégie israélienne dans ce territoire très important pour la défense d'Israël, mais aussi en ce qui concerne le conflit général avec les Palestiniens, surtout à Gaza, du fait que la pression que Tzahal dernièrement aussi les colons en Judée et Samarie provoquent contre les Palestiniens, c'est contre-productif du point de vue stratégique. Non seulement sur l'arène internationale où il y a une critique acerbe à toutes ces activités, que certaines de ces activités, ce n'est pas seulement du vandalisme, c'est aussi du terrorisme pur, mais aussi sur le plan intérieur, parce qu'on parle tout le temps d'une troisième intifada. Comment ça arrive, une troisième intifada? C'est justement par une pression qui n'est pas disons, n'est pas en relation directe avec ce qui se passe dans le territoire. Par exemple, depuis octobre 2023, il n'y a pas de Palestiniens qui officiellement peuvent travailler en Israël. C'est-à-dire une grande partie de la population a perdu l'initiative économique et il y a une certaine crise économique là-bas. En revanche, des illégaux, on parle même de 50 000 illégaux travaillent en Israël. Et ça, ce n'est pas changé depuis octobre 23. Deuxièmement, on parle d'une pénétration de armes iraniennes en Cisjordanie, en Samarie et la Judée. Depuis 2014, il y a eu une ordre de l'Ayatollah Khamenei de transférer des armes à travers la Jordanie vers la Cisjordanie. Et ça s'est passé sans que le Tzahal prenne soin de la défense des frontières. La frontière avec le Jourdain, la plus longue frontière d'Israël, a été défendue seulement par un régiment. Dernièrement, il y a eu un deuxième régiment. En revanche, en Judée-Samarie, il y a 28 bataillons de combat, et cela explique pourquoi il y a tellement d'armements présents, parce qu'il n'y a pas eu vraiment pendant des années une défense de la Judée-Samarie, de cette pénétration d'un arsenal important. Et comme je dis, il y a la pression économique, il y a aussi le fait que ce gouvernement au moins ne veut pas que des Palestiniens prennent part à une solution de la crise de Gaza. Et ce qui se voit, c'est que les États-Unis et le Conseil mondial de la paix qui imposent à Israël cette présence. Et ça provoque aussi chez les Palestiniens le désir de coopérer surtout avec les forces qui sont peut-être anti-israéliennes, le plus anti-israélien, la Turquie et le Qatar. Et il y a un gouvernement technocratique, soi-disant, qui a été formé et qui commence à être actif à Gaza. Et il y a là-bas aussi des éléments du Hamas. Et il n'y a pas vraiment une solution
de ce problème. Et cela Alors, influe sur l'état d'esprit tant des dirigeants de l'autorité palestinienne comme de la population. Donc tout ce complexe provoque une crise importante. Si au moins, ça prendra soin d'arrêter cette action violente contre les Palestiniens, au moins cela va diminuer tant la critique internationale comme l'effervescence de certains Palestiniens et oui. la tentative des Palestiniens de faire des attentats contre les Israéliens. Alors, je voudrais, puisque vous êtes expert, vous, justement, dans la lutte antiterroriste, je voudrais savoir, concernant l'utilisation du terme de terroriste pour ces jeunes extrémistes, ces ultra-radicaux, même l'ambassadeur à Kébi, Mike Huckabee, qui est considéré comme un soutien, on va dire, au développement des implantations juives en Judée-Samarie, lui-même a utilisé ce terme de terrorisme. Je voudrais savoir à partir de quel moment on utilise le terme de terrorisme envers des jeunes comme cela, c'est-à-dire parce que dans la majorité des cas de violence, il y a eu effectivement des violences, du vandalisme, il y a eu des incendies, mais il n'y a pas eu mort d'hommes ou mort de personnes. Et comment on utilise le terme, à partir de comment on définit le terme de terroriste ou de terroriste juif dans le cas précis? Dites-moi, comment Israël définit un incendie d'une synagogue à Paris ou à Madrid ou à Berlin? C'était du terrorisme ou non? Oui, bien sûr. Incendier une mosquée dans un village palestinien, c'est du terrorisme. Tuer des innocents. Certains sont tués dans des voitures qu'ils ont brûlées ou avec des pierres. C'est la même chose que les Palestiniens de temps en temps font contre Israël, beaucoup plus, sûrement. Mais on ne peut pas. Il y a quand même une différence à faire. Élie, c'est pas seulement de hooliganisme ou de violence. Ce sont des groupes qui même attaquent les forces israéliennes. Oui, oui. Ils ne permettent pas aux forces israéliennes militaires d'entrer dans la région. Bien entendu, il faut souligner. Si ça se passait en France, est-ce que cela ne sera pas critiqué par Israël? Oui, bien entendu. Il faut souligner effectivement que même au sein du mouvement des implantations juives en Judée-Samarie, on se démarque publiquement de ces exactions, de ces jeunes. Et Mike Huckabee, il y a quelques heures, a dit que, en fait, il a corrigé ces critiques, il les a atténuées en disant que c'était tout de même une minorité. C'est vrai que c'est apparemment une minorité. C'est pas l'ensemble de la population juive, et c'est même pas l'ensemble de ces jeunes des collines. Je suis d'accord que c'est une minorité, mais une minorité qui est de plus en plus agrandie, parce que justement ce gouvernement le permet. Il y a un ministre de la sécurité interne, la police presque ne fait rien du tout, et quand ces gens sont arrêtés, même les juges les libèrent immédiatement. Il y a le ministre de la Défense, Katz, qui a décidé, contrairement à l'avis du commandant de la région, de ne pas utiliser les arrêts administratifs. Tout ça influe sur la motivation de ces gens, si vous voulez. Moi, je les appelle quelquefois des hooligans parce que quand on voit les vidéos, comment ils traitent les Israéliens qui vont visiter et voir la réalité, comment ils les traitent, ce sont des hooligans. Mais en même temps, quand ils attaquent les civils et des institutions, comme je dis, comme les mosquées, on ne peut pas ne pas activer de manière sévère contre eux, tant sur le plan de la police, de l'armée et de la force judiciaire. Oui. Alors, je voudrais qu'on aborde, vous en avez parlé, le dossier de Gaza, parce que, bon, là, on a une information sur le fait que Jared Kushner vient ici dans la région pour essayer de faire avancer les choses au niveau du dossier de Gaza. Il espère beaucoup la reconstruction de la bande de Gaza, qui pourrait s'avérer peut-être juteuse au niveau économique. Mais en tout cas, Jared Kushner vient dans la région avec Mladenov pour essayer de faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez nous aider finalement, est-ce que cette situation dans la bande de Gaza, elle n'est pas favorable à Israël? Le fait que le Hamas ne veuille pas de se désarmer, eh bien, ça maintient une sorte de statu quo qui permet à Israël de rester sur la ligne jaune ou même un peu plus en avant de la ligne jaune et contrôler presque 70% de la bande de Gaza. Finalement, c'est pas si mal du point de vue sécuritaire, on va dire.
Tout ce processus a été manqué, je dirais, de la part d'Israël, parce que dès le début, le gouvernement n'a pas eu l'intention de laisser aucun élément palestinien de prendre la relève et de tenter de stabiliser la situation à Gaza. Et donc, on est arrivé à la solution américaine du président Trump qui a imposé à Israël les 15 ou les 20 points, si vous voulez, tant sur le plan stratégique comme sur le plan militaire. Et Israël n'a pas accepté, le Premier ministre a déclaré qu'il n'avait pas accepté les 15 derniers points que Hamas aurait acceptés. Sur le terrain, on voit que Tsahal se comporte exactement comme les Américains le demandent. Donc, c'est une action passive. Il n'y a pas vraiment une stratégie israélienne. Comment continuer? On voit que les Palestiniens sont impliqués directement dans la solution du problème. Malheureusement, il y a des éléments du Hamas qui sont partis un peu, si vous voulez, clandestins dans ce mouvement technocratique. On voit que les Égyptiens, ce sont ceux qui préparent les forces policières qui devraient prendre la relève du Hamas. Et il y a le problème du désarmement. Le problème du désarmement qui a été accepté par les Américains, au moins formellement, c'est que ce sera fait par étapes, de longues étapes, et cela impliquerait le retrait des forces israéliennes. D'autre part, on a entendu le président Trump qui a dit qu'il faut désarmer complètement. Sur le terrain, il n'y a pas pour le moment un plan clair, faisable, comment démanteler et détruire l'arsenal. J'ai comparé quelquefois avec ce qui s'est passé en Irlande dans les années 2000, parce que dans la nomination internationale, on parle de decommissioning. Decommissioning qui est sur le modèle de IRA, les forces rebelles de l'Irlande du Nord, en Grande-Bretagne. Mais les forces de IRA, ils ont pris 4 ou 5 ans pour montrer l'arsenal qu'ils avaient. Et pas toutes les factions ont déclaré leur arsenal. Il y a encore aujourd'hui 2 ou 3 factions, Real IRA, New IRA, Continue IRA, qui tiennent des petits arsenaux secrets. Il y a eu une commission qui a contrôlé sur place la destruction de 1000 Kalachnikov et quelques centaines de kilos d'explosifs. Mais à Gaza, il y a 500 kilomètres de tunnels. Il y a eu une industrie de drones. Il y a eu une industrie de production de missiles. Comment ça se fera, ce processus? Ce n'est pas la même chose. C'est un ennemi presque gouvernemental. Ce n'est pas une action d'un groupe terroriste qui avait peut-être 1000, 2000 membres. Oui, bien sûr. Comparaison à l'étranger nuit, je crois, aux intérêts d'Israël. Israël devrait présenter un plan plus spécifique. Et je crois que... mais quand vous dites un plan, Elie... Le retrait sans le démantèlement complet de l'arsenal du Hamas. J'ai pas bien compris votre dernière phrase. Je crois que vraiment Israël doit ne pas se retirer de Gaza tant qu'il n'y a pas un démantèlement complet de l'arsenal. Voilà. Bien sûr, l'arsenal lourd, parce que mais vous êtes d'accord avec moi? Il ne parle pas de la destruction ou de passage de ce arsenal dans les mains, non d'Israël, mais même d'un pays comme par exemple les États-Unis qui ont fait un démantèlement des armes chimiques en Syrie, par exemple. Oui. Mais alors vous êtes d'accord avec moi, Elie, que c'est peu probable que ça se produise dans un délai de même 2-3 ans, c'est-à-dire le Hamas, même si de temps en temps il fait des bruits qu'il veut effectivement, il est prêt à se désarmer, ça ne va pas se produire rapidement. Donc finalement, on est en train d'installer une situation qui va être cette situation pour les prochaines années, c'est-à-dire une bande de Gaza retrécie pour les Palestiniens, une zone de sécurité qui va protéger d'une certaine manière le pourtour de la bande de Gaza, les localités du pourtour qui ont été attaquées le 7 octobre, et en fait, c'est une sorte de statu quo à ce niveau-là. Mais justement, c'est un problème dans le contexte général, régional et global.
Israël, comment est arrivé Israël après 3 ans d'avoir 4 ou 5 fronts ouverts? Il n'y a pas de solution en Iran, il n'y a pas de solution au Liban, il n'y a pas de solution à Gaza. Bah, Il y a une situation de tension croissante en Judée et Samarie. Il n'y a pas de solution à la menace Houthi. C'est mais- le même gouvernement qui est responsable de cela. oui, mais On a été complètement absorbé par l'influence du président Trump, qui, comme une personnalité qui n'est pas stable, qui décide de manière quelquefois, je ne veux pas m'exprimer de oui. façon Élie, le négative, président mais Trump, Élie, le président Trump, il y a un an, a tout de même obtenu l'impossible, ce que l'on ne croyait pas possible, c'est-à-dire le retour de tous les otages, et que on pouvait pas, c'est-à-dire difficile pour un gouvernement israélien d'accepter une partie d'un accord, la partie qui lui convient, la libération des otages, et de refuser le reste. Non, je suis d'accord. La chose la plus importante que le président Trump a fait, de libérer tous les otages ensemble et ne laisser aucun otage dans les mains du Hamas. Mais sur le programme nucléaire iranien, hier, le vice-président a dit que le principal but de cette guerre, c'est les prix du pétrole pour les autos américaines. Et ensuite, c'est le problème nucléaire iranien. Je crois que la première intervention dans la première guerre de 2025 en Iran américaine n'était pas nécessaire. On a entendu parler le chef du Mossad, Yossi Cohen, que nous savions exactement tout ce qui se passait à Fordow. Oui. Alors pourquoi il y a eu nécessité d'une peut-être parce que tout simplement les Américains a provoqué la neutralisation des États-Unis dans la négociation. Les Iraniens n'ont pas voulu négocier parce que les États-Unis sont devenus partie intégrante de l'attaque. Et on sait aussi, dans certains, je crois, la première chaîne télévisive a présenté dans une très importante émission tout ce qui s'est passé avec la préparation pour la guerre contre l'Iran du gouvernement, qui n'a pas pris les mesures nécessaires à temps et de manière financée pour les grands projets. Par exemple, le Mossad aurait dû détruire seul le site de Fordow. Et finalement, il y a eu nécessité de l'intervention américaine. Tout ça, c'est un complexe qui a mené le pays à un état, à mon avis, catastrophique de point de vue stratégique, sur la scène interne, régionale et internationale. Eh bien, on va en rester là, bien qu'on aurait pu avoir... Je dois présenter, j'ai parlé depuis 2009 à la nécessité de détruire la force militaire du Hamas. Oui. On n'a pas fait cela. J'ai parlé depuis 2006 de la nécessité de neutraliser la force de Hezbollah qui était devenue une partie intégrante de la menace iranienne missilistique et aussi terrestre avec les forces Redouane. Et on a laissé dans les années 2018, 19, 20, le Hezbollah sur la frontière, détruire caméras de monitoring sur la frontière. Et on n'a rien fait cela. Et tout ça est arrivé à l'action du Hamas, le massacre de octobre 23, et ensuite la complication de sous ces frontières, les 7 zones, les 7 fronts que Israël doit lutter contre ses ennemis dans toute cette région. Oui, effectivement, d'une certaine manière, on le comprend, on n'est pas sorti, on va dire, de ces confrontations avec les différents ennemis d'Israël, tout en rappelant, il faut bien le dire, Élie, puisque vous êtes expert dans la lutte antiterroriste, que ni le Hamas ni le Hezbollah n'ont renoncé à leur projet de détruire l'État d'Israël. Il n'y a pas une seule fois où on a entendu un de ces dirigeants de ces deux organisations dire nous suspendons même notre projet de détruire l'État d'Israël. Donc ça oblige Israël d'une certaine manière à maintenir une forme de vigilance. Et à propos de la libération des otages, le prix de cette libération a été l'introduction stratégique de la Turquie et du Qatar dans la solution de Gaza. Mais oui. Mais ça, Élie, entre nous.
Alors La Élie, présence- je vous pose la question, puisque vous me relancez là-dessus. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû dire non à la libération des otages en échange Non, de... non, non. Ah oui. On aurait dû, après la libération, faire tout le nécessaire pour ne pas permettre à la Turquie et Et oui, surtout au Qatar. mais Et si c'est Erdogan qui a utilisé, qui a offert à Trump sur un plateau d'argent la libération des otages en faisant pression sur le Hamas, c'est difficile de sortir de cet engrenage. Oui, mais la Turquie, à mon avis, la Turquie représente une menace stratégique Ça, c'est... future à l'OTAN et aux États-Unis. Mais le président Trump ne peut pas voir ça et les Européens, malheureusement, à cause de la guerre de l'Ukraine et la position stratégique importante de la Turquie ces jours-ci, ferment les yeux Oui. à cette menace. Et ils vont payer le prix, comme nous avons payé le prix pour ne pas attaquer, pour ne pas détruire le Hamas à temps. Eh bien, docteur Élie Carbone, c'était comme d'habitude passionnant de dialoguer avec vous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur ces deux fronts, la Judée, la Samarie et la bande de Gaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt et Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.